Arrêtez de chercher une explication rationnelle au comportement que les femmes ont avec vous. La vérité, c'est que même elles n'ont aucune idée de pourquoi elles se comportent comme ça. La grande différence entre les hommes et les femmes, c'est que pour un homme, en général, derrière une action, il y a une intention. Alors que pour une femme, derrière une action, il y a une émotion. Ça va peut-être paraître un peu extrême, mais c'est pas grave. Mais je suis vraiment persuadée que les femmes, on est quand même beaucoup plus évoluées et supérieures dans bien des domaines que les hommes. Pourquoi est-ce que les femmes ont autant de problèmes avec les chiffres et l'argent? Les femmes aiment souffrir par moments, parce que ça les fait se sentir vivre. Les femmes ne se font jamais belles pour elles. Pour moi, la femme est supérieure à l'homme. Elles se font belles pour plaire. Toutes les meufs essayent aujourd'hui d'être des frappes. Toutes les meufs aujourd'hui complexes, parce qu'elles sont toutes des complexes physiques, parce qu'il y a toujours mieux qu'elles, etc., etc. Donc très tôt, très jeune, on leur donne ça. Même en primaire, tu vois que c'est souvent la petite, la plus belle du groupe, qui va être la leader du groupe. Je m'apprête à dire quelque chose d'assez polémique. Les hommes seraient naturellement dans une énergie de labrador. On va commencer par la base. Les femmes qui gagnent moins, c'est parce qu'elles méritent moins. Les hommes sont rationnels. Les hommes réfléchissent, réagissent de manière rationnelle. On nous dit tout le temps que les femmes sont trop émotionnelles et que les hommes sont plus rationnels, plus faits pour décider. Comme si par hasard la société n'y était pour rien. Comme si tout ça tombait du ciel. La réalité, c'est que les différences et les inégalités de genre sont des continuums. Une chaîne de production qui ne commence pas à l'entretien d'embauche, qui commence bien plus tôt, avec une échographie et des confettis. Alors dans cette vidéo, on va démonter cette mécanique en 3 temps. On va suivre le fil rouge de votre vie avec une question en tête. Comment on fabrique, dès votre naissance, un système invisible qui décide de ce que vous pouvez faire, penser et de la place exacte où vous êtes censé rester sans que vous le sachiez. Déjà, jusqu'au XVIIe siècle, comme le montre Thomas Laqueur dans son livre La fabrique du sexe, la médecine européenne ne considérait pas les hommes et les femmes comme 2 catégories biologiques. Le corps féminin était vu comme une version interne et moins parfaite du corps masculin. Par exemple, le vagin était vu comme un pénis inversé et les ovaires comme des testicules internes. J'avoue, c'est chelou un peu. Puis à partir du 19e siècle, avec la révolution industrielle, la médecine et l'État, on a commencé à dire « En vrai, peut-être les hommes et les femmes, c'est pas si différent ». Mais surtout, pas fait pour les mêmes rôles. Les hommes à la raison, au travail et à la politique, les femmes à la cuisine, aux soins et à la maternité. Alors, cette répartition était bien sûr majoritaire, mais elle était surtout liée à la position sociale. Tout ça résume donc une phrase bien connue de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient ». Moi, je rajouterais juste « On ne naît pas homme, on le devient aussi ». C'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Cette vision de la réalité, elle s'explique par le fait que depuis la sédentarisation, les hommes ont concentré le pouvoir et les ressources économiques, ont dominé la guerre, ce qui leur a permis de protéger et d'étendre leur influence, ils ont organisé l'héritage et la filiation pour transmettre ce pouvoir, légitimé par les idéologies religieuses et culturelles. Et avec le temps, l'État et le droit ont institutionnalisé ce système. Bien sûr, depuis toujours. La force physique n'était qu'un facteur parmi d'autres dans cette construction du pouvoir masculin. C'est bon ? Et si le genre est une construction historique, alors il faut bien un moment où on commence à la fabriquer. Et ça, c'est du côté des enfants que ça se passe. Alors bienvenue dans le chapitre 1, le dressage ou apprendre sa place. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur ces vidéos ?
Les gender reveal parties, c'est pas juste un moment fun ou une tendance TikTok. Dès qu'on annonce le sexe du bébé, on projette inconsciemment sur le futur enfant nos propres représentations sociales. En une seconde, avec une couleur, un ballon, une carte ou un gâteau, on commence à projeter des comportements et une personnalité. Le bleu par exemple va être interprété comme la force ou l'énergie, et le rose comme la douceur ou la délicatesse. Il y en a, ils ont pas mon budget. Hein. Et très vite, fruit entre autres de l'histoire, des reproductions sociales et des normes genrées viennent par exemple les cadeaux. Pour un garçon, ça va être des bodys avec écrit petit champion, puis des jouets, voitures ou de super-héros. Pour une fille, ça va être, je sais pas, des hauts, jolis comme maman, des poupées, des poussettes. Ok, j'avoue, celui-là, il est énervé. Autobots, transform and roll out! Vous commencez à voir le truc, ces cadres n'imposent pas directement une personnalité, mais orientent les attentes sociales et les interactions. En fait, l'enfant n'a rien fait. C'est le regard de l'adulte qui hallucine la réalité, tout en allant bien plus loin, bien sûr, que des simples couleurs ou des jouets. Regardez le phénomène des Sephora Kids, des enfants de 10 ans qui s'appliquent des produits cosmétiques sur le visage, on crie au scandale, on dit que c'est la faute de TikTok, mais en fait non. TikTok n'est qu'un miroir grossissant, il amplifie les rôles sociaux. Et ça, ça commence dans la famille. Les filles vont par exemple être complimentées pour leur beauté, si elles tombent, on va leur dire « Oh ma petite chérie, ça va, tu t'es pas trop fait mal ?» Les garçons, sur leur force, « Allez champion, relève-toi !» Et sur la question émotionnelle versus rationnelle, c'est pareil, on n'élève pas les enfants de la même manière. Très tôt, la socialisation apprend aux filles à identifier ce qu'elles ressentent et à mettre des mots dessus. À l'inverse, chez les garçons, on valorise davantage le contrôle, la retenue, le fait de ne pas trop montrer ce qui se passe à l'intérieur. Mais en réalité, raison et émotion fonctionnent ensemble. On ne prend jamais une décision à froid. Comprendre une situation, juger ce qui est juste ou important, ça passe toujours par des émotions. Mais comme les filles sont encouragées à les exprimer, leurs émotions deviennent visibles et donc disqualifiées comme irrationnelles. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous avez le droit d'écouter les autres plutôt que donner une image hystérique de votre pensée. C'était du délire! Et comme les garçons apprennent à les cacher ou à les transformer, leurs émotions deviennent invisibles et sont rebaptisées logiques ou rationnelles. Hey man, you alright? Tout ça structure un ordre social. Alors bien sûr, la télé renforce exactement la même logique. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il a une âme. Il aura la femme. Ou encore dans les dessins animés où on voit des garçons forts, aventureux et toujours en mouvement. Contrairement aux filles qui sont souvent montrées comme gentilles, calmes et préoccupées par l'apparence ou les relations. Oui. Mais j'avoue que ce que je dis là, en vérité aujourd'hui c'est quand même un peu revu. Parce que si on prend Miraculous par exemple, l'héroïne est une fille et elle sauve le monde. Mais même là, je peux pas m'empêcher de voir que les vieux schémas ne disparaissent pas vraiment. Parce que Marinette, elle est toujours définie par ses émotions et ses doutes quand elle doit prendre une décision, pendant que le personnage masculin, lui, il est valorisé pour sa liberté et ses prises de décision assurées. C'est ton premier jour d'école et tu as déjà une amoureuse. Après j'avoue, c'est pas tous les dessins animés, j'avoue, j'adore Vaiana. Bref, les jouets, c'est pareil. Quand le danger menace, passe à l'action. Mon Ciccio Bello, tes joues sont rouges, tu es malade. Vite, ta température. Qui c'est qui bosse, qui c'est qui bosse? Pour bien m'expliquer toute la journée. C'est vraiment passé à la télé ça. Mais là où tout prend vraiment sens, c'est quand même à l'école, qui, en plus d'amplifier les inégalités sociales, amplifie aussi les inégalités de genre. Un exemple parmi d'autres, Edith Maruet-Jules, géographe du genre, montre que dans les cours de récréation, les garçons occupent beaucoup plus l'espace, se plaçant surtout au centre pour jouer, alors que les filles, elles, restent plutôt en périphérie, près des bancs ou des toilettes. Comme l'a montré le centre Hubertine Auclair en 2019, dans les manuels scolaires, les femmes et les filles sont moins présentes. Et quand elles le sont, c'est surtout dans des rôles domestiques ou relationnels, alors que les hommes apparaissent beaucoup plus souvent dans des rôles professionnels ou scientifiques. En classe, les enseignants interagissent inconsciemment et en moyenne environ 2 fois plus avec les garçons qu'avec les filles. Ils reçoivent plus de questions ouvertes et ont plus de temps de parole. Au final, à compétences égales, les filles se jugent moins capables que les garçons, et notamment dans les STEM, en raison d'un biais d'autodépréciation qui les censure lié aux stéréotypes de genre. Spontex présente Speedex, la serpillière qui s'accroche au balai. Et là, j'aimerais faire une pause. Parce qu'il faut quand même qu'on parle d'un truc important. Dans certains discours, on entend parler de gènes, de biologie ou que sais-je encore pour parler de différences de comportement entre les filles et les garçons. Lors de la différenciation gonadique, donc de la mise en place des appareils reproducteurs, il se produit tout un tas de transformations qui font que tu auras l'action de différentes hormones comme la testostérone et les oestrogènes qui vont permettre la sexualisation du cerveau, c'est-à-dire que dès le stade embryonnaire, on peut déjà savoir si tu seras plus compétent avec un balai ou un tournevis. Et chut, chut, chut. Mais,
Les recherches en génétique comportementale, en neurosciences et en épigénétique montrent que les comportements humains sont le produit d'interactions incroyablement complexes et peut-être même inintelligibles entre facteurs génétiques, environnement socio-familial, expériences et processus développementaux. Et surtout, varient entre les individus. On pourra toujours jouer de la rhétorique et prendre une étude qui dit que tel gène ou telle hormone serait associée à une différence de comportement, et d'ailleurs, moi aussi je peux le faire. Les études que je cite ici ne prétendent pas dire ce que les individus sont ou doivent être, elles servent à comprendre comment des normes institutionnelles et des conditions matérielles produisent, en moyenne, des écarts observables entre des groupes. Donc toutes les interprétations qui voudraient réduire les différences à de la nature pure n'est qu'idéologique. Enfin que ça sorte là! Reprenons. Ces interactions ne s'arrêtent pas au genre, elles se combinent avec d'autres facteurs disqualifiants comme la race, la classe, le genre ou encore l'origine perçue, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. On démontre par exemple une étude qui montre que 15% des descendants d'immigrés d'Afrique ou du Maghreb disent avoir été pénalisés dans leur orientation scolaire. J'en fais également partie puisque la conseillère d'orientation de l'époque m'avait orienté vers un CAP électricité. Et en vrai, j'ai rien contre les électriciens parce que si je les appelle pas, j'ai pas de lumière puis j'ai pas à bouffer. Bon, faisons le point. Est-ce que vous voyez le continuum? On a dressé leur corps pour qu'ils soient différents, on a organisé l'espace pour qu'ils soient séparés, et on a orienté les trajectoires en renforçant les stéréotypes scolaires. Tout ça, c'est pas naturel. C'est une construction sociale dépendant bien sûr des pays, des cultures et des périodes historiques. Mais ici, on parle de la France. Maintenant que les corps sont prêts et que les esprits sont formatés, ils sont mûrs pour rentrer dans la machine économique. Parce que, je vous l'ai pas dit, cette construction est terriblement rentable pour le système économique. On arrive déjà sur le marché du travail et ici on peut voir une forme de polarité s'installer. Près de 42% des femmes travaillent dans l'enseignement, la santé ou l'action sociale, contre plus de 65% des hommes dans le secteur tertiaire et plus de 30% dans l'industrie et la construction. Est-ce que vous vous rappelez des pubs? Pour bien mastiquer toute la journée. Moby et moi. Il a tout ça que les âges. Et ce sont justement les métiers féminisés qui contribuent à l'écart salarial. À temps de travail égal, les femmes gagnent en moyenne 14% de moins que les hommes dans le secteur privé et 10% de moins dans le secteur public. Et ça, c'est pas parce qu'ils demandent moins de compétences, mais parce qu'ils sont considérés comme non productifs économiquement, comme l'enseignement, la santé ou l'action sociale. Par exemple, je sais pas si vous connaissez cette histoire, mais en 2024, tous les aides-soignants d'un service d'aide à domicile ont fait grève pour dénoncer la baisse du remboursement de leurs kilomètres, la précarité de leurs conditions et des salaires insuffisants pour un travail exigeant. Puis alors des exemples comme ça, il y en a plein. Tout ça nous montre comment le système capitaliste s'appuie sur le travail sous-payé et invisible des femmes pour maximiser ses profits en laissant perdurer des inégalités qui les maintiennent dans des emplois moins rémunérés et moins valorisés. Et quand on regarde les femmes et les hommes qui font exactement le même travail à temps de travail égal, il reste encore un écart d'environ 4% dans le privé. Alors, bien que personne n'arrive vraiment à expliquer ces 4% avec des arguments objectifs comme les compétences ou l'expérience, moi, je pense personnellement que ça montre que sur les mêmes postes, les femmes sont un peu moins valorisées et que certains biais ou stéréotypes continuent de peser sur leur salaire. Alors, bien sûr, il existe aussi des inégalités structurelles entre les femmes elles-mêmes ou entre les hommes eux-mêmes. Les métiers les plus pénibles, par exemple, et les plus dangereux, sont majoritairement occupés par des hommes issus des classes populaires, souvent moins bien payés et plus exposés aux risques physiques. À cela s'ajoutent des écarts de salaire et de carrière liés à l'origine sociale, à l'âge, à la couleur de peau ou à l'origine perçue. Autrement dit, le genre masculin n'efface pas les autres rapports de domination, il s'articule simplement avec eux. Si vous vous demandez maintenant s'il y a des femmes sur des postes à responsabilité, écoutez bien ce qui suit parce que vous n'êtes pas prêts. Il y a des chercheurs qui se sont demandé quand est-ce qu'on nomme enfin une femme PDG ou chef d'État. Parce que pour rappel, dans les postes de direction en France, les femmes représentent à peu près 25% des dirigeants alors que les hommes en représentent 75%. Et bien ces chercheurs, ils ont remarqué que c'est souvent quand tout va mal, je vous jure que c'est vrai. Si on reste uniquement en France, Clotilde Delbos a été nommée directrice générale par intérim de Renault en 2019 au milieu de graves problèmes de gouvernance et d'instabilité du groupe. Christelle Heidemann à Orange en 2022, alors que l'entreprise faisait face à des transformations numériques et une concurrence rude. Tina Müller a été nommée CEO de Weleda en 2023, alors que l'entreprise sortait d'une période de perte et de restructuration. Alors des exemples comme ça, c'est pareil, il y en a plein, mais
on va quand même nuancer un peu. Parce que, effectivement, beaucoup de femmes accèdent aussi à des responsabilités hors crise et beaucoup d'hommes aussi héritent de situations catastrophiques. Le phénomène de la falaise de verre est une tendance statistique, pas une loi absolue. Mais disons que dans de très nombreuses situations étudiées, on nomme plus souvent des femmes à des postes de pouvoir en période de crise parce qu'elles sont vues comme des solutions de dernier recours ou des figures sacrificielles chargées de gérer l'échec d'un système sans en avoir été responsable. Mais le vrai point de rupture, il a un nom. On appelle ça la pénalité de maternité. Regardons ce qui se passe jusqu'au premier enfant. Si vous regardez bien la courbe des salaires, les hommes et les femmes se suivent à peu près. À la naissance du premier, la courbe des pères reste stable, par contre celle des mères chute et ne remonte jamais vraiment. Alors je t'entends venir toi là-bas. Les femmes qui gagnent moins, c'est parce qu'elles méritent moins. Non Georges, c'est que la charge mentale est anticipée par les employeurs. Moins disponible, moins mobile, moins engagé en théorie. Et sans compter le travail précaire ou partiel, on aura vite compris pourquoi, cette charge mentale elle est mesurable. En 2024, 61% des femmes disent penser à l'organisation de la maison pendant leurs heures de travail. Et elles sont 73% à avoir la garde principale des enfants 1 an après une séparation ou un divorce contre 9% pour les pères. Comment est-ce que vous voulez briser le plafond de verre quand vous avez l'esprit colonisé par la liste des courses et les vaccins du petit dernier? Est-ce que vous vous rappelez des pubs? Parce que même sur cette question, ce sont surtout les femmes qui assument le ménage et les courses. La majorité d'entre elles disent gérer la majorité de ces tâches contre 7% des hommes. Tout ça, encore une fois, c'est pas dû à des choix. C'est une architecture sociale conçue pour que le travail des femmes serve de support au travail des hommes. Mais attendez, parce que si vous pensez vraiment que c'est juste une question de mentalité ou de salaire, vous n'avez pas encore vu le pire. Le pire, c'est que le monde lui-même, nos villes, nos médicaments, nos voitures, sont conçus pour exclure les femmes, et c'est ce qu'on va voir maintenant. On a vu comment on formate les cerveaux, puis comment on freine les carrières, mais il reste une dernière objection. Des fois, on me dit « Ouais, t'en fais peut-être un peu trop, ok, il y a des stéréotypes, mais le monde réel, lui, il est neutre, un bus c'est un bus, un médicament c'est un médicament. » Non. Non. Le monde dans lequel on vit a été conçu par et pour des hommes. En sociologie, on appelle ça l'androcentrisme. C'est l'idée que la société est bâtie en prenant l'homme comme référence, comme si son corps ou ses besoins étaient la norme. Alors comme une seule vidéo ne suffit pas pour tout aborder, je vais me limiter ici à 2 exemples. Mais si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire parce qu'en vrai, je suis grave curieux de lire vos anecdotes et vos histoires perso. Je vais vous poser une question simple. Pourquoi une femme a-t-elle 47% plus de risque d'être gravement blessée et 17% plus de risque de mourir qu'un homme dans un accident de voiture? Fun fact, c'est pas parce qu'elles conduisent mal. Arrête de sourire! C'est parce que pendant des décennies, le mannequin de crash test réglementaire mesurait 1m77 et pesait 76 kg. Ça, c'est le corps d'un homme moyen. La ceinture de sécurité, l'airbag, l'appui-tête sont conçus pour sa musculature de cou et sa densité osseuse. C'est ce que Caroline Criado-Pérez appelle le fossé des données dans son livre Femme invisible. C'est-à-dire que le monde a été mesuré et conçu principalement à partir des corps et des expériences des hommes. Dites-vous que c'est quand même en 2023 en Suède qu'on a commencé à introduire des mannequins crash test fidèles à la morphologie féminine. Mais il faut aussi dire une chose importante, c'est que le système patriarcal a aussi un coût pour les hommes. Près de 80% des tués sur la route sont des hommes, conséquence d'une construction sociale de la masculinité, valorisant la prise de risque par les excès de vitesse, l'alcool ou les stupéfiants. T'as pas ton permis, t'as qu'à merde. Mais ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Imaginons que maintenant une femme, on va l'appeler Sandrine, va à l'hôpital pour d'autres raisons que des accidents de voiture. La Sandrine a entre 38% et 65% de chances de ne pas se sentir écoutée ni crue. Et ce chiffre, il a un coût, puisque l'une des premières causes de mortalité chez Sandrine, ce sont les maladies cardiovasculaires, comme l'infarctus. Mais chez elle, les symptômes peuvent être différents des hommes. Elle ressent de la fatigue, des nausées, de l'essoufflement, pas forcément de douleur dans la poitrine comme chez un homme qu'on va appeler Martin. Or, en médecine, on a longtemps enseigné l'image d'un infarctus avec une douleur thoracique irradiant dans le bras gauche, typique de Martin. Parce que, pendant des décennies, la recherche en cardiologie s'est faite presque uniquement sur des patients masculins. Le résultat, c'est que Sandrine, qui arrive aux urgences avec ses symptômes, a beaucoup plus de risques de subir une erreur de diagnostic et de se voir attribuer un diagnostic de stress ou d'anxiété. Et justement, sur ce point, Sandrine a environ 16% de chances d'être touchée par des épisodes dépressifs contre 9 chez Martin. Mais les causes et les manifestations sont différents selon que ce soit Sandrine ou Martin. Chez Sandrine, ça s'explique notamment par une exposition plus forte aux inégalités, à la surcharge mentale, aux violences sexistes et sexuelles, au postpartum, ou encore à une médicalisation plus rapide de son mal-être. Chez Martin, l'épisode dépressif est souvent moins diagnostiqué et exprimé en lien avec l'injonction sociale de ne pas montrer sa vulnérabilité. Bon, je vais résumer tout ça parce qu'il n'y a rien qui va. Dès la naissance, on impose des rôles de genre qui façonnent les corps, les émotions et les trajectoires. À l'école, les stéréotypes de genre influencent les interactions et la confiance des élèves. À l'âge adulte, les femmes sont plus présentes dans les métiers les moins valorisés et les moins payés, et les hommes dans les emplois les plus dangereux.
Toute chose égale par ailleurs, la maternité est associée à une baisse de revenus pour les femmes, pendant que les hommes subissent l'injonction à être forts, disponibles et silencieux émotionnellement. En santé, le modèle masculin sert de norme. Les femmes sont moins crues et moins bien diagnostiquées, notamment pour l'infarctus, pendant que les hommes consultent moins et meurent davantage de pathologies liées au risque et au retard de prise en charge. Résultat, les femmes sont plus exposées à la dépression diagnostiquée, les hommes au suicide et aux accidents mortels. Alors avec tout ça, on fait quoi? Déjà, on peut commencer par comprendre une chose simple. Les choix que nous faisons ne sont pas dus au hasard. Ce ne sont ni des questions de nature, ni des décisions totalement libres et isolées. Et ça vaut aussi quand on prend la parole. Le fait que j'ai pris ces exemples-là plutôt que d'autres, mettre l'accent sur certaines choses et pas sur d'autres tout au long de cette vidéo, sont sûrement déjà une position située. Mais les inégalités, elles, lorsqu'on les subit de manière violente, ne sont pas une opinion. Elles ne dépendent pas de ce que je pense ou de ce que vous ressentez. Elles sont mesurables et documentées. Alors j'ai pas de conseils à donner, je serais trop prétentieux pour ça. Je crois simplement que comprendre les inégalités, c'est comprendre que le système s'appuie sur ces différences pour organiser les parcours de vie. Certaines professions sont rendues invisibles et sous-payées, d'autres sont valorisées, protégées et sécurisées. Et tout ça reflète souvent, indépendamment des compétences réelles, surtout des logiques sociales et économiques qui dépassent les choix individuels. C'est quand on commence à prendre conscience de la réalité concrète des situations que ces inégalités deviennent évidentes. Par exemple, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles qui ont fait grève pendant 22 mois parce qu'elles subissaient des conditions de travail éprouvantes et des salaires insuffisants ont montré que la résistance collective et la mise en lumière des injustices peuvent faire bouger les choses. Pour tous ceux qui vont écouter, pour tous ceux qui vont nous regarder, la lutte paye. Voilà, il faut tenir parce que vraiment il faut finir avec l'esclavagisme, avec la sous-traitance dans les hôtels et partout dans les restaurants, dans les bâtiments. Voilà, et c'est la lutte qui peut régler ça. Et loin de l'égalité parfaite ou abstraite qu'on nous vend parfois, c'est grâce à de grandes figures féministes, mais aussi à des milliers de femmes et d'hommes anonymes, à des collectifs, des syndicats, des chercheurs et des chercheuses, que les différences, qu'elles soient biologiques ou socialement construites, mais qui prennent des formes inégalitaires, ont pu être analysées et rendues visibles. Et en vérité, certaines choses commencent à changer. On voit par exemple émerger des projets de réhabilitation des cours de récréation pour favoriser des espaces mixtes et équitables. On observe de plus en plus de femmes dans les conseils d'administration, d'hommes s'impliquer dans l'éducation et la garde des enfants, des hommes et des femmes partager les tâches ménagères et on voit des femmes et des hommes accéder à des métiers historiquement genrés. Voilà, tout est dit. Mais comme il reste encore beaucoup de choses à faire, je finirai par dire que même si les hommes pensent être libres parce qu'ils sont conscients de leurs choix mais ignorants des causes qui les déterminent, j'avoue c'est pas de moi, c'est Spinoza. Chercher à identifier et comprendre ces facteurs peut déjà permettre de ne plus subir ce mouvement infernal. Voilà pourquoi j'ai lancé cette chaîne YouTube et je suis pas prêt de m'arrêter. C'était Ali Bey, si vous avez aimé cette vidéo, bah c'est cool, la prochaine fois on parle des violences sexistes et sexuelles. Salut!